Bonjour tout le monde. Pour la première émission de cette chaîne, je voulais parler d'un sujet qui nous concerne un peu tous, celui des relations amoureuses et plus spécifiquement celui du sentiment amoureux et de sa disparition dans les sociétés modernes. Cette idée de sujet m'est venue après la lecture du roman graphique La rose la plus rouge épanouie de l'artiste suédoise Liv Strömquist. C'est un livre qui m'a été recommandé par une amie, donc je la remercie pour cette lecture qui m'a inspiré ce sujet. Le livre s'ouvre avec une scène d'exposition autour de la personne de Leonardo DiCaprio. Pour ceux qui le savent, cet acteur américain célèbre a une tendance à enchaîner les relations amoureuses avec des filles dont l'âge oscille entre 20 et 25 ans et à quitter ces dernières une fois qu'elles arrivent à l'âge fatidique de 25 ans pour en reprendre une de 20 ans. Et le livre commence en posant la question, est-ce que dans le cas de ces relations très éphémères finalement, on peut vraiment parler de sentiments amoureux? Est-ce que Leonardo DiCaprio est même capable de ressentir quelque chose comme l'amour? Et le livre s'articule autour de plusieurs théories qui sont appuyées par des penseurs, philosophes, etc., ou des sociologues modernes. Une des premières théories que le livre propose pour expliquer la disparition du sentiment d'amour dans les sociétés modernes, c'est finalement la disparition de l'autre. Donc, il va y avoir le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han qui va être très cité dans ce podcast puisqu'il est de base très cité dans le livre, qui développe l'idée que dans les sociétés modernes, on a une tendance à se concentrer de plus en plus sur nous-mêmes et beaucoup moins sur l'autre. Donc, on devient notre principal sujet d'attention. Et tout ça est exacerbé par le capitalisme, les réseaux sociaux tels que Instagram, etc., qui vont tous nous pousser vers une forme de narcissisme. Ce qui va faire qu'au lieu de considérer l'altérité des autres et de s'intéresser sincèrement à l'autre pour sa différence, on va plutôt utiliser ces personnes comme des sortes de miroirs qui vont confirmer ou refléter notre propre ego. Et ça va nous rendre beaucoup plus incapables de distinguer et de reconnaître les différences de l'autre. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on va chercher de moins en moins à être avec une personne parce qu'elle est différente de nous et à contempler leurs différences, mais plutôt à chercher quelqu'un qui va nous faire paraître meilleur, qui va nous booster notre ego. Et c'est par exemple le cas, ce qu'on peut voir avec les vieux hommes riches qui ont tendance à être souvent avec des femmes beaucoup plus jeunes et beaucoup plus jolies qu'eux, mais aussi souvent moins intéressantes de par leur âge. Et c'est quelque chose qu'on remarque avec Leonardo DiCaprio par exemple. Mais pour parler de vrais sentiments d'amour, je pense, et ce qui est proposé dans ce livre, c'est l'idée que on doit vraiment aimer cette différence chez l'autre. En fait, ce qu'on aime, ce qu'on est censé véritablement aimer, c'est le fait d'être avec un être unique qui est différent de nous. Et le vrai amour profond, c'est finalement le fait de s'oublier pour aimer l'autre, hein. C'est ce qu'on sous-entend par l'expression tomber amoureux, c'est vraiment le fait de se soumettre d'une certaine façon à une autre personne. Et quand on utilise les autres personnes pour se valider, d'une certaine façon, on dénature ou plutôt on détruit l'altérité de ces autres personnes. Et finalement, on rentre dans un rapport de consommation des relations, comme on consommerait des produits, etc. Euh, Quand justement on se sépare d'une personne qu'on a vraiment aimée, pour ceux à qui c'est arrivé, on entend souvent les gens nous dire oui, mais tu sais, une personne de perdue dit se retrouver, etc., etc. Et on sait tous que c'est profondément énervant quand ça arrive parce qu'on sait que c'est pas vrai et que quand on perd quelqu'un, en fait, on perd une personne unique au monde et il n'y aura rien qui pourra la remplacer. Alors après, évidemment, on peut tomber amoureux d'autres personnes dans notre vie, etc. Mais ce qui est important de concevoir, c'est qu'en fait, le vrai amour, c'est l'amour à une personne unique. Et donc pour finir, cette perte d'altérité, elle pousse au fait de relativiser les personnes finalement, qui deviennent plus comme des objets qu'on va se mettre à comparer. Et voilà, ça va empêcher toute forme de sentiment amoureux dans les sociétés modernes. La deuxième théorie qui est proposée dans le livre, c'est l'explosion du choix rationnel. Donc ça va un peu avec ce qu'on vient de dire. Mais l'idée, c'est que dans les sociétés traditionnelles, comme les pays occidentaux à l'époque ou certains autres pays du monde encore aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de choix et il y avait beaucoup plus le concept de mariage arrangé et même en général il y avait moins de choix parce qu'il y avait beaucoup moins d'habitants sur Terre déjà en général, mais il y avait aussi le choix restreint dans les habitants de la ville ou du village dont on vient, donc ça faisait beaucoup moins
de personnes et surtout il y avait moins d'habitants dans les villes et villages. Et on allait avoir tendance plutôt à avoir soit un mariage arrangé par notre famille avec quelqu'un d'une autre famille, parce que ça pourrait être intéressant pour les deux familles, ou parce que bah, finalement on a un certain âge et puis en fait il y a peut-être que quelques autres personnes du sexe opposé du même âge dans le village, donc ça restreint les choix. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de barrières en fait qui ont sauté, des barrières relatives à la classe sociale, à la race. Enfin, ça, c'est le mot qui est utilisé dans le livre. Moi, j'aime pas vraiment le mot race pour parler de l'être humain, vu que l'Homo sapiens, ça n'a pas vraiment de race a priori, mais plutôt des ethnies, hein, à proprement parler. On parle d'ethnie, bref. Désolé pour l'aparté. Donc voilà, donc les barrières relatives autour de la classe sociale, de l'ethnie et même du sexe se sont détendues. Ce que ça veut dire, c'est qu'au final, aujourd'hui, c'est, le, le- les barrières entre les classes sociales sont plus friables. D'une certaine façon, on va avoir des personnes de la classe moyenne qui vont pouvoir fréquenter des personnes d'une classe plus aisée ou d'une classe plus pauvre, justement, une classe plus basse. Mais aussi bah, les limites vis-à-vis des ethnies et des pays, le fait qu'avant on allait rechercher des gens de notre village, de notre région, etc. Et qu'aujourd'hui, grâce au développement des technologies comme Internet, on peut communiquer avec des personnes de toute la planète et au final on peut se retrouver à être intéressé, attiré amoureusement par des personnes de l'autre bout de la planète avec qui on peut avoir des atomes crochus malgré les différences profondes de l'ethnie et de la culture. Et on a aussi bien entendu les barrières du sexe qui se sont détendues avec donc le, l'acceptation des relations homosexuelles, etc. Ça augmente encore plus le nombre de partenaires potentiels, puisque avant, quelqu'un qui aurait été homosexuel ou bisexuel se serait réprimé et ne serait pas entré en relation parce que la pression de la société, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas dans les sociétés modernes, bien entendu. Et voilà, donc c'est quelque chose qui peut se vérifier. On peut voir aujourd'hui que grâce au fait qu'on puisse communiquer avec des habitants de toute la planète, on a un choix immense qui n'a jamais, qui est sans pareil vis-à-vis de l'histoire du monde et des sociétés. Mais tout ça, c'est pas forcément un Graal parce que ça va créer un problème qui va être ce qui est appelé dans le livre l'illusion du choix. On va avoir cette impression que on va toujours pouvoir trouver mieux, même si on sait que c'est souvent pas le cas en fait. Mais on va avoir cette impression que voilà, maintenant que j'ai le choix parmi des potentiels millions de partenaires, voire milliards, on va avoir ce sentiment de bon bah peut-être que la personne avec qui je suis ou la personne qui m'intéressait n'est pas la meilleure option pour moi et je vais pouvoir chercher une meilleure option, etc. Ce qui rend le développement de sentiments amoureux beaucoup plus compliqué puisque au lieu de se poser simplement et de éteindre son cerveau entre guillemets pour se concentrer sur une seule personne, on va avoir tendance à tout le temps vouloir comparer les personnes et regarder un peu nos options. En plus, maintenant, il y a beaucoup moins de stigma, encore une fois, dans les sociétés modernes, autour du divorce et des relations courtes. Donc on a beaucoup plus cette possibilité d'expérimenter, de se tromper, et on hésite finalement beaucoup moins à quitter une personne pour une autre alors qu'on pouvait le faire avant. Et on hésite moins aussi à juste expérimenter des relations courtes sans forcément un objectif à long terme. Mais tout ça, ça fait qu'on passe donc beaucoup plus de temps à choisir parce qu'on a plus d'options et on réfrène moins notre besoin d'explorer ces options. Et donc on a Eva Illouz, qui est une sociologue, qui essaie de proposer une façon inverse de concevoir l'amour en expliquant qu'en fait, pour choisir, on devrait plutôt se fier à nos intuitions, donc tout ce qui sont les émotions ou le savoir qu'on a inconsciemment accumulé au fil du temps, ce qu'on appelle communément l'expérience, ou encore savoir accepter le risque et évaluer le risque. Et ce qu'elle propose, son idée, c'est qu'en fait, le mieux, ce serait peut-être de tout simplement suivre notre instinct et d'écouter notre inconscient dans le choix de notre partenaire, dans le fait de tomber amoureux. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a beaucoup de choix rationnels et tout va dans cette direction-là. C'est-à-dire que, par exemple, on a une explosion des applis de rencontres comme Tinder, etc., qui nous permettent d'avoir une sélection très fine sur des critères de partenaires comme par exemple leur taille ou leur régime alimentaire, leurs opinions politiques ou ce genre de choses. Et tout ça finalement, ça rentre dans cette idée de
de choix trop rationnels, on va avoir tendance à exclure des potentiels partenaires parce que, par exemple, une personne n'a pas le même régime alimentaire que nous ou pas exactement les mêmes opinions politiques que nous, ce qui est au final totalement antithétique à l'idée d'amour et à l'idée de juste accepter une personne pour sa différence. Là, on va avoir tendance à, dans cette explosion du choix rationnel, à vraiment trop vouloir appliquer des filtres, des critères précis sur des personnes, ce qui n'est pas du tout la façon dont les relations humaines sont censées fonctionner. Et bon, c'est quelque chose qu'il y a aussi avec les réseaux sociaux, bien entendu, en général. On va avoir l'accès à beaucoup plus de profils, beaucoup plus de personnes, donc ça favorise les rencontres. Mais ça fait aussi qu'on va pouvoir se faire un préavis sur une personne au vu de son profil sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui est au final très peu naturel et beaucoup trop mécanique. Et puis voilà, c'est ce qu'on a de plus en plus, comme j'ai expliqué, avec les applis de rencontres qui permettent de même trier sur des choses très spécifiques comme les préférences musicales de quelqu'un ou ses diplômes, etc. Est-ce que la personne a des diplômes ou non? Mais voilà, pour ceux qui ont déjà été amoureux, on sait que ce genre de critères finalement sont assez secondaires. Quand on est véritablement amoureux d'une personne, on va pas vraiment surréfléchir au type de diplôme qu'a la personne ou à son régime alimentaire ou ses préférences musicales. Mais donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi donc le choix rationnel s'est substitué au choix intuitif qu'il pouvait y avoir au préalable. Il y a une des raisons, c'est on entre dans un moment de la société, ou plutôt on est dans une société où on est à un moment où on veut tout scientifiser. On cherche à trop vouloir tout comprendre, tout expliquer, et on a cette sensation que tout doit faire du sens. On a aussi une tendance psychologisante qui nous pousse à nous analyser nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus tendance à penser à nous, à nos besoins, ce qu'on veut, ce qu'il nous faut, etc. Et tout ça, ça va faire en fait, on va se concentrer sur nous-mêmes et nos critères et on va attendre des autres personnes parmi notre choix que ces personnes répondent à nos critères. Comme finalement si c'était des objets qu'on consommait et qu'on allait regarder dans un catalogue différents critères comme la couleur, le prix, etc. Ben, en fait, on va avoir tendance à faire la même chose euh, autour des personnes pour être sûr que les personnes répondent le mieux à nos besoins parce que ce qu'on essaie de nous pousser globalement dans la société aujourd'hui, c'est de nous dire non mais il faut se concentrer sur tes besoins à toi, il faut avoir des exigences, il faut avoir des critères, etc. Et tout ça, finalement, ça nous transforme en consommateurs rationnels et on va chercher, comme je le disais précédemment, à maximiser finalement les bénéfices jusque dans les relations humaines finalement. Donc on est au summum de l'expansion de la société de consommation. Et cette idée qu'on devient trop rationnel, ça empêche aussi forcément le fait de s'engager sur le plan affectif, puisque quand on commence à rationaliser et à trop analyser les autres, on entrave finalement ce processus d'évaluation intuitive dont parle Illouz. Et elle cite une étude justement euh, qui montre que quand on demande aux gens d'évaluer le repas qu'ils viennent de prendre, ils ont une tendance à en amoindrir la qualité ou à chercher des défauts ou à avoir un avis plus argumenté. Par exemple, si on va demander à quelqu'un qui vient de manger des pâtes dans un restaurant italien comment étaient tes pâtes, il va avoir tendance alors qu'il aura cette personne aura pu savourer son repas, mais elle va avoir tendance à commencer à réfléchir. Oui, ok, bon, c'est vrai que les pâtes étaient bonnes, mais bon, peut-être qu'elles étaient trop salées. Et puis finalement, peut-être que ce n'étaient pas les meilleures pâtes que j'ai mangées de ma vie. C'est sûr que qu'il aurait été possible de faire quelque chose mieux. Et voilà, ce qui fait que ça montre vraiment que quand euh, on commence à suranalyser les choses qu'on expérimente, on va en amoindrir la qualité. Illouz explique aussi qu'avoir une culture du choix trop forte peut réduire la capacité à créer un lien affectif sans raison à part l'intuition, parce que du coup on va aussi avoir peur d'être attiré par une personne sans nécessairement avoir des critères objectifs qui font qu'on va être attiré par cette personne, et donc on va peut-être freiner inconsciemment le lien affectif qu'on aurait créé basé sur l'intuition, tout simplement parce que on va avoir l'impression que ce n'est pas la bonne personne, alors que finalement on devrait se fier à ce qu'on ressent. Donc pour résumer cette partie, au lieu d'apprendre à aimer ce qu'aime l'autre, on va chercher de plus en plus quelqu'un qui aime déjà ce qu'on aime
Et grâce aux applis de rencontre notamment, mais aux réseaux sociaux, etc., on va avoir de plus en plus de filtres pour choisir les personnes. On peut le remarquer, par exemple, il y a des applis de rencontre pour des communautés super spécifiques, comme des personnes qui font du vélo, des geeks, etc. C'est pas comme ça qu'on est censé rencontrer des personnes. Je veux dire, c'est pas parce qu'une personne aime la même série que nous que la relation va nécessairement marcher. Peut-être qu'en fait, on va peut-être tomber amoureux de quelqu'un qui n'aime même pas les séries, et puis finalement, on va lui partager notre culture et ce qu'on aime, etc. Et c'est finalement ça qu'on devrait rechercher. Il y a un exemple que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est celui d'une personne qui fume, donc d'un homme qui ne peut pas tomber amoureux d'une femme juste parce qu'elle fume. Et en fait, ce que le livre dit, c'est que quand on rencontre des personnes comme ça avec un défaut qui nous dérange trop, on va avoir tendance à considérer ce défaut comme un défaut de fabrication et la personne comme un objet. Mais personne qui n'achète un objet comme un canapé, par exemple, dans l'exemple du livre, euh, que- si quelqu'un consomme un canapé, c'est-à-dire achète un canapé et que le canapé arrive abîmé, il n'arrivera à personne de se dire, bon, bah, ce canapé n'est pas parfait, je ne suis pas parfait non plus, donc je peux garder ce canapé. Non, on va tous le ramener et l'échanger pour avoir un nouveau canapé. Et finalement, c'est ça, le fait de considérer que les défauts euh, des autres sont des défauts de fabrication, ça va faire qu'on va vouloir les effacer et remplacer ces personnes. Mais finalement, puis c'est un exemple qui m'a beaucoup parlé parce que ça m'est arrivé de tomber amoureux d'une fille qui, en l'occurrence, fumait, alors que je ne fume pas et que je n'aime pas particulièrement l'odeur de la cigarette ou le fait d'être tout le temps avec quelqu'un qui fume. En fait, je me suis rendu compte que quelque chose que je considérais auparavant comme un énorme point de blocage, dans la vraie vie, quand on est vraiment amoureux, c'est vraiment le cadet de nos soucis, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un sujet et c'est quelque chose dont on peut faire totalement abstraction. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre finalement à pas baisser nos standards, mais plutôt arrêter d'avoir ces espèces de critères irréalistes ou plutôt trop spécifiques, mais faut vraiment se concentrer sur la personne en tant que telle et pas sur ce qui nous apparaît comme des défauts de fabrication. Le troisième sujet, la troisième théorie que le livre propose pour expliquer la disparition du sentiment d'amour dans les sociétés modernes, c'est la transformation de la figure de l'homme accompli, puisque le statut social de la masculinité, au final, a évolué dans les sociétés modernes. Durant le XXe siècle, la sexualité a été libérée, ce qui a provoqué un énorme bouleversement sociologique. On peut le voir dans les pays d'Europe, notamment de l'Ouest, en Amérique, etc. Dans les sociétés traditionnelles, ce qui était valorisé, c'était le fait de rester avec une même personne toute sa vie. Et on pensait beaucoup à la bienséance. On couchait pas avec n'importe qui. On ne se séparait pas quand on n'était plus amoureux. On se forçait. Puis je me rappelle avoir fait un stage avec des filles vietnamiennes qui me disaient que leurs parents faisaient chambre à part depuis peut-être 10 ans. Et en fait, ils se forçaient à rester ensemble parce qu'ils avaient des enfants ensemble, même si finalement ils avaient du mal à supporter, qu'ils se parlaient pas beaucoup et qu'ils étaient juste finalement dans une sorte de colocation, quoi. Mais car il y a cette pression de la société, ils décidaient de rester ensemble. Mais aujourd'hui, bah, comme on l'a dit plus tôt, tout s'est beaucoup plus fluidifié dans les sociétés modernes. On va coucher avec beaucoup plus de personnes, on va moins attendre le mariage, et on a d'une certaine façon détruit les structures traditionnelles. Et avant, en fait, la masculinité s'exprimait par le fait d'être un père de famille stable, d'avoir une grande famille avec beaucoup d'enfants, de rapporter l'argent. Et puis voilà, à cette époque-là, comme il ne vous aura pas échappé, les femmes ne travaillaient pas. Donc vraiment, la figure masculine qui était encensée et poussée par la société, c'était vraiment l'homme qui travaille, rapporte beaucoup d'argent pour sa famille nombreuse et reste solidaire de sa famille toute sa vie. Mais aujourd'hui, depuis le XXe siècle, les femmes ont été beaucoup plus libérées et cette masculinité traditionnelle que je viens de décrire, elle est un peu devenue comme has-been finalement. Si aujourd'hui une femme, je sais pas mesdames, mais si vous allez dans un date et que vous rencontrez un homme qui vous dit voilà, moi je veux que ma femme reste à la maison et que moi je sois un père de famille stable qui rapporte beaucoup d'argent, je pense que ça va plutôt faire fuir la plupart des femmes. À raison peut-être, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu cette vraie transformation et qu'aujourd'hui, cette image de la masculinité est plutôt ringard. Euh, En fait, d'après Eva Illouz, donc la sociologue dont on parlait plus tôt, c'est à ce moment précis que finalement la sexualité est devenue un des marqueurs du statut de la masculinité, puisque avant, le contrôle qu'exerçaient les hommes autrefois sur leur famille, parce qu'ils avaient ce pouvoir financier et le pouvoir de travailler, d'avoir un compte bancaire, etc.,
Aujourd'hui, ce besoin de contrôle qu'ont les hommes, ils vont plutôt l'exercer autour du sexe et notamment autour du fait d'afficher leur autonomie, vis-à-vis des femmes et des relations pour retrouver d'une certaine façon le pouvoir qu'ils avaient perdu. Ce que vont faire les hommes notamment, c'est, maintenir une certaine distance émotionnelle. Hem, on va propulser cette idée qu'un homme viril, c'est un homme indépendant qui n'a besoin de personne, qui dicte ses, conditions dans les relations, donc il y a une certaine autorité et aussi on a cette solidarité entre hommes, qui veut nous pousse finalement à se vanter d'avoir couché avec, telle ou telle personne, d'avoir couché avec plein de filles et cetera. En tant qu'homme, je peux partager mon expérience, mais c'est vrai qu'assez souvent quand on va dans une relation, pardon, dans un rendez-vous amoureux par exemple avec une fille, et qu'on en revient, un des premiers trucs que vont demander nos amis hommes, c'est, «Alors est-ce que tu l'as baisé?» C'est vraiment, cette image de la masculinité qui est ancrée aujourd'hui, c'est le fait d'être un homme qui peut consommer, les femmes ou ou autres, mais qui peut consommer finalement les individus, sexuellement et exercer son contrôle sur ce détachement, qu'il peut avoir. Et donc avant dans les par exemple au 19e siècle, un comportement masculin, c'était le fait d'être fidèle, d'être capable de ressentir et d'exprimer des sentiments forts. Bien sûr, les hommes étaient, les plus romantiques, à cette époque-là, c'était les hommes qui faisaient beaucoup plus, qui faisaient des efforts pour séduire, et tout le romantisme finalement, vient des siècles précédents. La plupart des poésies, ont été écrites par des hommes, la plupart des histoires d'amour fou, c'est l'homme qui vraiment, se soumet à une femme et ressent des sentiments extrêmement forts et ce qui était vu comme masculin à une époque, c'était le fait de formuler et de tenir des promesses, comme l'engagement. Mais aujourd'hui, comme on l'a expliqué, le la masculinité, c'est plutôt le fait de pouvoir faire preuve de détachement affectif, chez l'homme. Et aujourd'hui, ce sont plutôt donc les femmes qui expriment des sentiments forts et qui font des déclarations d'amour et qui sont romantiques et veulent des enfants. Bon, pas toutes, bien entendu. Mais c'est aussi une des raisons qui peut expliquer ça, c'est le fait qu'on vit plus longtemps et que donc les hommes sont moins pressés par, l'horloge biologique qu'ont les femmes, vis-à-vis du fait d'avoir des enfants. Après, comme j'ai dit, pas toutes les femmes veulent avoir des enfants. Mais donc les hommes ont cette tendance à prendre plus leur temps. Ils vont pouvoir, peut-être avoir des enfants même à 40 ans s'ils le souhaitent. Au final, ils vont pouvoir s'amuser, avoir des expériences avec un détachement émotionnel de 20 ans à 40 ans et pouvoir vivre, plus longtemps de façon, plus immature émotionnellement. Mais les femmes, elles, malheureusement, sont obligées, de pousser pour avoir des enfants parce que si elles ne le faisaient pas, il n'y aurait plus d'enfants dans la société tout simplement. Puisque, les femmes peuvent avoir des enfants jusqu'à peut-être 35 ans, 40 ans, ça commence à devenir compliqué et le problème, c'est aussi qu'en parallèle de ça, on a des études, donc de plus en plus, les hommes et les femmes font des études, surtout les femmes, en proportion et ça repousse, les débuts de carrière et en plus de ça, si une femme veut travailler quelques années à la sortie de ses études avant d'avoir des enfants, ça va vraiment restreindre énormément la fenêtre dans laquelle elle pourra avoir des enfants. Puisque avant, bah, c'était tout simplement à partir de 18 ans, voire même plus jeune, que les gens avaient des enfants. Mais aujourd'hui, bah, le temps de faire, des études, comme, je sais pas, une licence, un master, et puis de commencer à travailler, peut-être qu'une femme, elle pourra commencer à avoir des enfants, commencer à y penser autour de 25, 26, 27 ans. Et finalement, ça réduit vraiment le laps de temps dans lequel elle peut avoir des enfants, puisque si à partir de 35 ans, ça commence déjà à devenir compliqué, il va rester quoi? Une femme peut-être 7 ans ou 8 ans pour avoir des enfants, ce qui va vraiment lui mettre une pression parce qu'elle va se dire: «Bah, si je rencontre, un bon parti, quelqu'un qui sera un bon père, il faut que je pousse pour avoir des enfants vite parce que, faut pas que je me fasse utiliser par cette personne, que je reste dans une relation pendant 5 ans puis qu'au final la personne me quitte en me disant: "Non, je veux pas d'enfants" et cetera». Et c'est pour ça que les femmes, vers cet âge-là, celles qui veulent avoir des enfants en tout cas, vont avoir tendance à être, assez cash. Ça m'est arrivé de rencontrer une fille par exemple qui devait avoir, 26 ou 27 ans, qui m'a dit: «Bon écoute, je t'aime bien mais j'ai envie que tu saches, j'ai envie d'être une mère jeune, j'ai pas envie d'attendre longtemps. Donc soit tu es prêt à avoir des enfants, durant les prochaines années
et on peut continuer, soit ça sert à rien qu'on continue de communiquer et cetera. Bon, j'ai trouvé ça assez cash sur le moment, puis en fait, en lisant ce livre, j'ai compris, rétrospectivement qu'en fait, elle avait raison et que finalement, c'était une des meilleures manières de procéder de sa part. Si elle sait qu'elle veut des enfants, bah, autant qu'elle soit cash. Mais c'est malheureux parce que ça vraiment force les femmes à aller plus vite et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un peu ce retournement de situation où avant c'était les hommes qui voulaient pousser pour avoir un maximum d'enfants et c'est aujourd'hui les femmes qui ont pris ce rôle-là et qui ont cette charge-là de voilà, si on veut des enfants dans la société, bah, c'est elles qui doivent s'en occuper, quoi. Mais aussi un des trucs qui fait qu'on retarde cette possibilité de trouver une relation, amoureuse sérieuse, c'est, comme je l'ai dit plus haut, le fait d'avoir plus de choix et donc en fait cette sensation, ce besoin plutôt de tester plusieurs relations avant de pouvoir trouver la bonne. Ce qui fait que si on cumule le tout, les études, le fait de tester plusieurs relations, et cetera, on va vraiment avoir, peu de temps, en tout cas du côté des femmes, pour avoir des enfants. Surtout qu'aujourd'hui, dans la nouvelle vision de la masculinité, le fait d'avoir des enfants, c'est plus forcément ce qui est poussé par la société. Un homme viril, masculin, peut être un homme indépendant qui n'a pas d'enfant, mais qui va avoir des grosses réalisations sur le côté professionnel ou financier, par exemple. Ce qui fait que les hommes vont aussi de moins en moins avoir ce besoin d'avoir des enfants, ou vont de moins en moins l'éprouver. Il faut aussi rajouter le fait que de plus en plus de femmes travaillent et bien entendu se focalisent aussi sur leur carrière personnelle, ce qui peut entraver le fait d'avoir des enfants, puisqu'une femme qui va focaliser sa carrière professionnelle durant sa trentaine va peut-être avoir de grosses difficultés durant la quarantaine pour avoir des enfants, tomber enceinte, etc. Et quelque chose que l'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui, malgré le fait que beaucoup de femmes ont une sexualité plus libérée, qu'elles voient plusieurs partenaires, etc., elles vont avoir cette tendance à bien vouloir se poser avec quelqu'un et fonder du sérieux quand elles vont rencontrer euh, quelqu'un qu'elles estiment. Ça m'arrive des fois quand je fréquente une fille dans la vingtaine et que ça peut être une relation, on va dire, non définie et qui peut s'étaler sur plusieurs mois, etc. Ça arrive que la fille se dise, bon, maintenant, là, ça fait un moment qu'on se voit, etc. J'ai envie d'établir quelque chose de sérieux. Et c'est quelque chose qui est à chaque fois un peu surprenant parce que quand on rencontre la fille, c'est pas forcément le discours qu'elle tient, c'est-à-dire qu'elle peut avoir tendance à dire non, moi je suis jeune, j'ai envie de profiter, etc. Et en fait, on se rend compte que assez souvent, quand on passe assez de temps avec une femme de cette tranche d'âge et que la relation, la communication est stable, elle va avoir tendance à envisager du sérieux alors que ce n'était pas forcément le cas au préalable. Il y a aussi le fait que les femmes privilégient naturellement la monogamie plus que les hommes, surtout dans la masculinité moderne. Et même précisément, les femmes privilégient l'hypergamie, c'est-à-dire le fait de chercher un meilleur parti, donc un homme de qualité ayant un statut supérieur à elle d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui peut être un peu choquant quand je le dis comme ça, mais d'une certaine façon, les femmes vont toutes, presque toutes, chercher, il ne faut pas faire de généralité totale, elles vont presque toutes chercher euh, un homme qui va être supérieur à elle sur un statut qui soit financier ou intellectuel ou de classe, etc. Parce que les femmes vont chercher à être élevées vis-à-vis d'une relation, elles vont chercher à être améliorées, elles cherchent à s'améliorer avec la personne avec qui elles vont partager leur vie. Alors que les hommes, au contraire, qui sont plus dans cette idée de consommer les filles, de consommer les relations amoureuses, etc., et sexuelles, c'est totalement OK pour eux de coucher avec une fille plus jeune, moins éduquée, d'une classe sociale plus basse, etc. Un homme va jamais vraiment se poser la question de se dire, enfin, ça va jamais être un frein pour lui qu'une fille soit plus pauvre ou moins éduquée. Justement, c'est un truc qui a tendance à conforter les hommes dans leur sensation de puissance et de domination vis-à-vis de la femme. Mais la difficulté, c'est que comme on a des femmes de plus en plus éduquées, elles vont avoir donc des standards qui vont s'élever forcément parce que comme les femmes font des études, gagnent de l'argent, élèvent leur statut social, leur classe, etc., elles vont forcément chercher des hommes de statut social équivalent ou supérieur, ou d'éducation équivalente ou supérieure. Et tout ça, ça va faire qu'on va avoir de plus en plus de femmes qui vont se disputer de moins en moins d'hommes, mais les femmes sont coincées d'une certaine façon dans une construction sociale
où il leur faut trouver un homme aussi riche et aussi éduqué, voire plus qu'elles. Mais comme elles sont de plus en plus riches et éduquées, il y a moins d'hommes disponibles sur le marché, ce qui complexifie ces relations amoureuses. Il y a aussi le fait qu'il y a des hommes jeunes et ou pas diplômés et ou de classe sociale basse qui vont devoir être en compétition avec des hommes qui vont avoir jusqu'à 40 ou 50 ans, puisque les femmes vont rechercher des hommes avec peut-être un meilleur statut, etc., comme je l'expliquais plus tôt. Donc elles vont de plus en plus envisager peut-être d'être avec des hommes plus vieux. Et c'est là où pour les hommes jeunes, peu diplômés, qui n'ont pas encore de statut, etc., ça va être compliqué pour eux de fréquenter des femmes plus âgées ou des femmes avec un statut supérieur. Et c'est quelque chose qu'on remarque vraiment, c'est-à-dire que ça arrive souvent de voir des couples avec une femme plus jeune que l'homme et l'opposé est beaucoup plus rare. C'est pas forcément, c'est pas parce que c'est rare que c'est forcément mal, c'est juste que dans les standards, dans les schémas de la société, c'est ce qui est poussé aujourd'hui. Et je le remarque personnellement, pour moi, à mesure que je vieillis, c'est de plus en plus facile avec les filles parce que je prends en consistance, en statut, que je deviens plus, je sais pas, éduqué, etc. Et tout ça, ça fait que ça augmente mes opportunités au fur et à mesure des années qui passent. Par rapport aux moi plus jeunes qui auraient eu beaucoup plus de difficultés avec les femmes parce qu'elles auraient été attirées par des hommes potentiellement plus âgés et que j'étais en concurrence contre des hommes beaucoup plus âgés que moi avec beaucoup plus de consistance. Et c'est assez dangereux puisque les hommes jeunes qui ont des difficultés avec les femmes vont devenir ce qu'on appelle des incels, peut-être, pas une majorité, mais il va y avoir une partie des hommes qui vont avoir des difficultés avec les relations amoureuses, qui vont devenir des incels. Et l'incel, c'est une contraction anglaise pour dire célibat involontaire, tout simplement. Et ce sont c'est grossièrement le terme qu'on utilise pour désigner les hommes qui n'ont pas vraiment accès aux femmes. Et tout ça, ça va en fait nourrir leur frustration et les pousser vers des contenus de plus en plus masculinistes, ce qui va accroître encore de plus en plus les difficultés entre les sexes, puisque ce n'est pas en allant chercher des discours masculinistes et très essentialistes de la nature de la femme que les difficultés amoureuses entre les hommes et les femmes et les difficultés voilà, de cette perte de sentiment d'amour vont se résoudre. Mais ce qui est assez hypocrite en plus de ça, c'est que ces incels qui se plaignent de ne pas avoir accès aux femmes parce qu'ils sont des hommes jeunes, etc., ils ont la chance de pouvoir augmenter leur statut ou leur patrimoine. Ils vont avoir le temps de s'améliorer et de pouvoir avoir accès à plus de femmes, comme je l'ai dit plus tôt. Alors que, au contraire, une femme qui vieillit dans la société et dans les conceptions actuelles, ça va être de plus en plus compliqué pour elle. Une femme à partir de 40 ans a beaucoup moins de valeur puisqu'elle est moins fertile. Encore une fois, je dis ça, mais ce ne sont pas mes mots, mais plutôt vis-à-vis de la société. C'est-à-dire qu'une femme à partir de 40 ans, aux yeux de la société, aura moins de valeur. Ça reste un être humain qui peut avoir une très forte valeur, tout aussi forte que celle de femmes plus jeunes. Mais j'explique vraiment ce concept de valeur vis-à-vis de la société sur le marché de l'amour et des relations. Mais voilà, dans la société, c'est vrai que les femmes plus âgées sont moins attirantes chez les hommes plus jeunes, alors qu'en fait, il n'y a rien qui les empêche d'être attirantes, puisque à part ce problème de fertilité et d'horloge biologique dont on a parlé, il n'y a absolument rien qui différencie une femme plus âgée d'une femme plus jeune. Il n'y a rien qui empêche un homme plus jeune d'être attiré par une femme plus âgée. Mais Eva Illouz pense que finalement, cette inégalité dont je viens de parler, ça fait que les femmes souffrent d'un désavantage structurel dans la société lié à leur biologie. Et les femmes, c'est pour ça qu'en fait, ça pousse les femmes à exprimer plus vite leurs sentiments et d'avoir des sentiments plus intenses aujourd'hui, parce que inconsciemment, elles sont conditionnées biologiquement et socialement à notamment avoir des enfants. Et enfin, aujourd'hui, la logique libérale s'est étendue jusque dans les relations. Ça se traduit par une nouvelle forme de domination des hommes, puisque les hommes vont avoir tendance à consommer les femmes, à les échanger, enfin, à les échanger, à en échanger une pour une autre, etc. Et à avoir un fort détachement. Et en réponse à ce détachement dont font preuve les hommes,
à cette nouvelle forme de masculinité, qui est véhiculée dans la société, les femmes vont aussi se mettre à adopter ces comportements, à imiter les comportements des hommes et à s'auto-convaincre que l'état actuel des choses est, est correcte. Elles vont essayer d'imiter le détachement des hommes pour ne pas se sentir dominées, parce que d'une certaine façon, si elles acceptaient cette domination du détachement émotionnel dont font preuve les hommes, elles accepteraient le fait que les hommes ont encore gagné, entre guillemets, après la révolution sexuelle du XXe siècle, puisqu'ils ont trouvé une autre manière de dominer les femmes. Et comme c'est dur à accepter pour les femmes de se dire que les hommes ont encore gagné, elles vont avoir, voilà, elles vont se forcer à imiter ce comportement masculin de consommation des relations, de libéralisme des relations. Et c'est Illouz qui nous dit encore que les femmes ont accepté la sexualité en série, en imitation du pouvoir des hommes. Et aujourd'hui, être un homme et vouloir se poser, avoir des enfants en étant jeune, tout ça, c'est présenté comme assez ringard, sauf dans certains pays conservateurs, peut-être comme la Pologne, et encore. Et dans la culture populaire, ce qui est encensé vis-à-vis de la femme, c'est une femme pas prise de tête, qui a une sexualité libérée, qui veut s'éclater, etc. C'est un peu l'image de la femme cool qu'on propose. Et donc tout ça, ce sont des marqueurs ou plutôt des imaginaires collectifs qui nous sont implantés dans la société moderne. La quatrième théorie qui est proposée par le livre pour expliquer ce changement du sentiment d'amour, c'est que traditionnellement, l'expérience, le sentiment amoureux était perçu comme quelque chose de magique et d'inexplicable. Mais avec le temps, on a commencé à tout vouloir expliquer et comprendre au lieu de juste croire, et on est allé tellement loin dans la rationalisation et dans la scientifisation de ce qu'est l'amour qu'on a commencé à analyser ce qu'il était réellement chimiquement et comment il fonctionne. Dopamine, ocytocine, sérotonine et tout ce cocktail chimique qui se passe dans le cerveau, on a commencé à analyser ce qui se passe quand une personne rencontre une autre personne et commence à se sentir amoureuse. On a analysé chimiquement le mécanisme de l'attachement, les différents mécanismes lors des séparations, etc. Et aujourd'hui, l'amour n'est plus une force mystérieuse inexplicable, mais plutôt quelque chose qu'un expert peut expliquer avec des diagrammes et des schémas et des IRM de cerveau. De la même manière, les Grecs anciens essayaient d'expliquer les phénomènes météorologiques par des dieux, jusqu'à ce qu'on comprenne que en fait, les nuages étaient un phénomène naturel. On a commencé à comprendre le cycle de la pluie, le vent, etc. Et on a perdu toutes ces croyances dans les dieux grecs, enfin les dieux plutôt polythéistes, parce qu'on a commencé à comprendre comment les choses fonctionnaient. Avant, on considérait l'amour comme magique jusqu'à ce qu'on commence à le comprendre via les recherches scientifiques. Il y avait même des dieux grecs de l'amour. Donc c'était vraiment quelque chose d'aussi inexplicable que la foudre ou les nuages, la pluie et le vent. Mais aujourd'hui, l'amour s'explique avant tout d'un point de vue évolutionniste de survie de l'espèce. Quand le cerveau de l'Homo sapiens a pris du volume, les nouveau-nés sont devenus de plus en plus dépendants et vulnérables. Finalement, l'Homo sapiens, c'est peut-être la seule espèce qui est née et qui n'est pas capable de marcher et de s'alimenter seule pendant des mois, voire des années. Ça va prendre énormément de temps avant qu'un enfant puisse marcher, qu'il puisse communiquer, qu'il puisse récupérer lui-même sa propre nourriture. Et tout ça, ça vient du fait que nos cerveaux se sont trop évolués, nos cerveaux sont trop gros, et finalement, on est au moment de l'accouchement, l'Homo sapiens n'a pas vraiment fini son développement. Et il est encore dans un stade de développement comme il l'était dans le ventre de sa mère, à l'extérieur du ventre de sa mère, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et peut-être qu'au sein du règne animal, l'espèce humaine est vraiment une des seules à nécessiter autant d'attention de la part de ses parents. Et donc tout ça fait que la présence des deux parents était nécessaire pour le soin de l'enfant, puisqu'il fallait un parent pour prendre soin de l'enfant et le surveiller tout le temps, et un autre pour rapporter de la nourriture, etc. Et donc la nature a créé, ou plutôt la nature a sélectionné, puisque c'est comme ça que fonctionne la nature, en sélectionnant de façon purement évolutionniste le sentiment amoureux pour que les parents restent et protègent leur famille. Donc finalement, aujourd'hui, on a compris que l'attachement, l'amour, etc., tout ça, c'était une réponse biologique, c'était une évolution biologique d'un besoin
qui était le fait de protéger l'enfant, le bébé Homo sapiens fragile, vulnérable pendant des mois, des années. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à concevoir dans les sociétés modernes qui évoluent extrêmement vite, hein. On a vu des changements radicaux de nos modes de vie chaque centaine d'années. On a des changements. Aujourd'hui, notre société, elles évoluent de manière exponentielle. Nos modes de vie sont extrêmement loin de nos modes de vie, de ce pourquoi nos corps ont été développés. Et on a vraiment du mal à comprendre et à accepter que nos corps se développent 1000 fois moins vite que la société. La société se développe de façon exponentielle et nos corps se développent très lentement. La sélection naturelle, c'est un processus qui prend des dizaines, des centaines de milliers d'années pour changer quelque chose au sein d'une espèce. Et on a du mal à vraiment accepter que nos corps aujourd'hui ne sont pas faits pour la société dans laquelle on vit. Peut-être qu'aujourd'hui, finalement, l'amour, le sentiment amoureux, l'attachement répondent beaucoup moins à des besoins qu'à l'époque, puisque si aujourd'hui on a des enfants et qu'on ne peut pas s'en occuper, bah, il existe des endroits pour s'en occuper. On peut imaginer que la société, l'État pourrait organiser voilà, le fait de récupérer tous les enfants pour les éduquer ensemble. C'est quelque chose qui a même été fait dans les sociétés modernes, hein, en URSS, etc. C'est quelque chose qu'on a, qui serait possible. Donc finalement, est-ce que le sentiment amoureux est encore utile, le fait de vouloir protéger l'enfant? Euh, Personnellement, je pense que, je fais un aparté, je pense que une des raisons du malheur dans les sociétés modernes, c'est le fait qu'on s'éloigne de plus en plus de la nature de nos corps et de notre biologie. C'est qu'on vit de façon extrêmement détachée de ce pourquoi nos corps ont évolué. Et donc cette perte de repères, ça fait que ça crée énormément de malheur chez l'être humain. Et je pense que les sociétés où les gens sont les plus heureux, c'est celles où les gens se posent le moins de questions et vivent le plus proche de leur biologie. Et je pense qu'une des solutions pour résoudre tous les problèmes des névroses, des maladies mentales, etc., dans les sociétés modernes, ce serait de se rapprocher de nos modes de vie ancestraux et donc forcément de retourner vers ces structures de la famille avec des enfants dont les deux parents prennent soin, etc. Et parce que finalement, notre biologie est faite pour ça. Mais j'ai pas non plus envie de passer pour quelqu'un qui veut revenir au temps des cavernes. C'est vraiment pas ce que je dis, mais c'était un petit aparté. En général, je suis pas non plus psychiatre ou etc. C'est pas mon domaine d'étude du tout, donc mon avis vaut ce qu'il vaut. Bref, mais pour retourner à ce qu'on disait, voilà, donc l'attachement, c'est vraiment une création de la nature. Et aujourd'hui, le mysticisme de l'amour qu'il y avait auparavant a été remplacé par une sorte de matérialisme biologique. On a compris en fait ce qu'était l'amour, on peut le voir, on peut le mesurer chimiquement, on peut l'expliquer. Et peut-être que pour plus véritablement aimer, il faudrait qu'on conçoive moins l'amour, qu'on apprenne plus à céder et qu'on arrête de trop réfléchir. Parce que l'amour fou, par définition, c'est quelque chose qui est unique, irrationnel. Et il faut qu'on se laisse peut-être plus être trompé par notre cerveau, par nos cerveaux, pour pouvoir plus ressentir l'amour, au lieu de vouloir essayer de trop le concevoir et de trop le rationaliser. Et enfin, on arrive à la cinquième théorie et la dernière théorie du livre qui est selon moi la plus grosse et donc bon courage pour cette partie-là parce qu'il va falloir être concentré. La partie s'intitule le fait d'être super nul face à la mort. Et ça commence avec le concept de l'incapacité à conclure. Donc en 1950, le philosophe Erich Fromm disait qu'on est tous terriblement nuls en amour, car pour la plupart des gens, le problème essentiel de l'amour est d'être aimé plutôt que d'aimer, d'être capable d'aimer. Et selon lui, au lieu de s'entraîner à recevoir de l'amour, on devrait plutôt s'entraîner à le donner. Parce que l'amour, selon lui, produit l'amour et c'est une réaction en chaîne positive, un cercle vertueux. Et l'amour, selon lui, consiste à donner plus qu'à recevoir. Il y a une anecdote que j'ai beaucoup aimée dans le livre qui est celle du Petit Prince, qui raconte l'histoire du Petit Prince qui avait une rose qu'il arrosait tous les jours, à laquelle il parlait, etc. Puis un jour, en se baladant, il est tombé sur un champ de roses et il s'est rendu compte qu'en fait, dans ce champ, il y avait des hectares de roses qui étaient en apparence les mêmes que sa rose, puisque bah, forcément, ce sont des roses biologiquement, c'est la même espèce. Et il fut choqué de cette découverte au début, puisqu'il s'est dit mais alors, ça veut dire que toute l'attention que j'ai apportée à cette rose, c'était en vain au final, puisqu'elle n'était pas unique. Puis en fait, le petit prince s'est ensuite convaincu d'une chose, c'est que
c'est pas grave qu'il existe d'autres roses puisque, celle qu'il a arrosée, c'était la sienne, c'était sa rose. En fait, elle avait une altérité, elle avait une identité parce qu'il avait décidé de lui donner de l'amour et en fait, c'est cette idée qu'en donnant de l'amour, on crée une altérité chez l'autre et on crée, on lui donne une existence d'une certaine façon. C'est ce qui crée cette façon. En fait, l'altérité, c'est tout simplement la façon dont l'amant perçoit l'autre. Donc, en fait, forcément, en donnant de l'amour à quelqu'un, on va faire sortir cette personne du lot et la rendre exceptionnelle pour nous. Et c'est vraiment cette idée que une personne, pour pouvoir aimer, elle doit se concentrer sur une et une seule personne plutôt que d'essayer des personnes en boucle. Et donc la méthode des applis de rencontre, de rencontrer beaucoup de personnes et de trier très vite, etc., c'est finalement une méthode terrible vis-à-vis de l'amour parce que justement, le meilleur moyen de créer l'amour, c'est de se concentrer sur une personne sur le long terme. Et dans le monde moderne capitaliste, tout doit être un échange équitable. On a cette idée que si on donne de l'amour, on devrait en recevoir au moins de manière équivalente. Sinon, ce serait pas un bon deal, entre guillemets. Mais ça, c'est vraiment pas une logique qu'il faudrait qu'on applique aux relations. Les relations, ça devrait pas suivre ce rapport d'équivalence, d'équitabilité qu'on recherche partout. Ce qui compte dans l'amour et dans les relations, c'est de donner de l'amour. Le fait de le recevoir, c'est une chose, mais ça doit pas être la finalité en soi. Et on ne doit pas attendre de recevoir de l'amour comme nous on aime. Et Fromm pense que dans les sociétés modernes, on devient incapable de conclure, on consomme sans être capable de s'arrêter. Or, selon lui, la conclusion ultime, c'est la mort. On va tous mourir. Et on l'a jamais autant refoulé que dans notre, dans l'histoire que dans notre époque. On a tous très peur de la mort et c'est quelque chose qu'on repousse, dont on ne parle pas. Et on fait très attention donc à cacher tout ce qui pourrait nous rappeler à la mort, nos signes de vieillissement, nos rides, nos cheveux qui deviennent blancs. Et pour ceux qui peuvent, bah, ils vont aller vers des partenaires de plus en plus jeunes, car ça va nous donner l'impression qu'on est plus jeune, comme Leonardo DiCaprio. Et on a aussi ce concept qu'on devient obsédé par notre santé, le fait de vivre le plus longtemps possible et de repousser la mort. Mais le vrai amour, finalement, c'est une conclusion, puisque c'est un renoncement. Ça suppose le fait d'aimer quelqu'un jusqu'à sa mort. Et donc c'est un certain renoncement à soi, puisqu'en fait on va euh, laisser tomber une partie de nos opportunités d'expérimenter, etc., pour se concentrer sur une seule personne. L'amour jusqu'à la mort, c'est vraiment ça. C'est on sacrifie une partie de notre vie pour une personne et on va faire ça jusqu'à notre mort. En tout cas, c'est ce que la considération traditionnelle c'est ce que l'amour dans la considération traditionnelle, le vrai sentiment d'amour profond, c'est ça, c'est un renoncement à soi. C'est la fidélité jusqu'à la mort et donc c'est un truc qui va vraiment à l'encontre du monde moderne où on a vraiment du mal avec ce concept de mort et de renoncement à soi. Et c'est vraiment dommageable parce que d'une certaine façon, ce renoncement à soi, c'est du dépassement de soi. Et la fidélité va créer une sorte d'éternité dans le temps. Une autre idée qui est proposée dans le livre, c'est la doctrine actuelle selon laquelle on doit se prioriser soi. Donc tu décides seul quand tu veux tomber amoureux et quand tu veux y mettre fin. Tu dois apprendre à ne plus souffrir à cause de l'amour. Ton toi est infiniment plus important que les autres. L'amour doit absolument être équitable, il faut une réciprocité. Si tu aimes plus que ton partenaire, c'est mal et il faut mettre fin à la relation. Mais est-ce qu'on peut vraiment atteindre le bonheur dans une relation en suivant cette doctrine? Aujourd'hui, c'est comme si on s'enlevait soi-même les flèches de Cupidon quand une relation nous dérangeait. Selon Byung-Chul, le philosophe dont on a parlé plus tôt, les sociétés traditionnelles étaient dominées par le devoir et les sociétés modernes sont dominées par le pouvoir. Il prend notamment l'exemple du fait que pour discipliner les gens par le travail, le meilleur moyen c'est de le faire, c'est qu'ils aient envie de le faire. Et ça va avec tout ce qu'on a dans le développement personnel moderne aujourd'hui, où le fait de travailler 12 heures par jour pour sa propre auto-entreprise est vu comme une consécration, comme une libération, alors que dans les faits, on travaille pour soi, oui, mais on travaille surtout pour des clients et on travaille quand même 12 heures par jour. Et via cette sensation de liberté qu'on a et de pouvoir, on a en fait le même devoir qu'avant, on travaille toujours beaucoup, on passe toujours la plupart de notre temps à travailler pour les autres, mais de façon un peu déformée, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est aussi simple que ça.
Je peux prendre, l'exemple de mon cas personnel parce qu'aujourd'hui, je suis, dans mon domaine d'activité plutôt freelance et j'ai plus de liberté qu'avant où j'étais salarié et finalement en étant freelance, je me disais: «Oui, c'est incroyable, je vais avoir de la liberté, travailler pour moi et cetera». En fait, c'est faux et aujourd'hui, c'est pire, je travaille encore plus que quand j'étais salarié parce que j'ai plus de responsabilités, j'ai des clients à qui rendre des comptes et j'ai tout simplement plus de travail et plus de pression, d'accomplir mes projets, mes objectifs à temps. Alors pourquoi je vous parle de ça? Bah, tout simplement parce que dans les sociétés traditionnelles, des sociétés du devoir, le pardon existait. Si on n'arrivait pas à faire quelque chose, si on faisait quelque chose de mal, on pouvait aller voir Dieu, enfin plutôt se confesser à Dieu ou aller à l'église, faire un pèlerinage, et cetera. Et ça suffisait pour finalement nous expier de nos péchés. Or aujourd'hui, c'est impossible. On est responsable de tout. Dans cette société du pouvoir, on a cette responsabilité si on n'arrive pas à faire quelque chose. C'est notre faute et l'amour qui est devenu une chose comme une autre, bah, si on n'arrive pas à créer de relations amoureuses, si on n'arrive pas à ressentir l'amour, et cetera, on va avoir tendance à se culpabiliser parce que, ce sera notre faute à nous. Ce sera pas comme avant où on pouvait accuser Dieu ou Aphrodite ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on est responsable de nos échecs en amour aussi. Donc l'amour est devenu si responsabilisant et si on ne crée pas de relation, c'est qu'on doit faire du dev perso pour s'améliorer, qu'on doit changer. Si on se fait quitter, c'est qu'on n'est pas assez bien. Et tout ça, ça blesse l'ego. Et c'est encore pire pour l'ego que dans une société traditionnelle. Parce que finalement, si on n'arrive pas à réaliser le projet relation, ça va nous blesser encore plus parce qu'on va avoir l'impression d'être impuissant dans cette société de pouvoir où la responsabilité est entre nos mains. Encore, une autre idée, c'est le fait qu'on n'accepte plus la souffrance. On est arrivé dans un espèce de auto-empowerment moderne où on va avoir, cette sensation de que tout est de notre responsabilité et on va chercher à remplacer donc toutes les émotions négatives qu'on ressent par des émotions positives. Avant, un caractère fort, finalement, c'était caractérisé comme le fait de ressentir des émotions fortes, de savoir ressentir des émotions. Or, aujourd'hui, un caractère fort, c'est quelqu'un qui arrive à surmonter ses émotions facilement. C'est quelqu'un qui, encore mieux, ne ressent rien du tout. Et aujourd'hui, on est un peu dans le monde de la thérapie, hein. Tout le monde fait des thérapies tout le temps. Vous demandez autour de vous, tout le monde est en thérapie, etc. Bon, je dis pas que c'est mal, mais je dis que c'est un fait. Et Illouz dit qu'à cause de cette nouvelle culture thérapeutique qu'on a dans notre société, l'abandon de soi et le fait de se mettre au second plan, ce sont devenus des choses étranges, car ce qui est poussé comme vertu de la santé mentale, c'est l'autonomie et l'autopréservation, le fait de savoir se protéger, le fait de ne pas sentir d'émotions, de ne pas ressentir d'émotions négatives, ou plutôt de ne pas se concentrer sur elles. La souffrance, c'est vu comme quelque chose, c'est vu comme en fait une psychologie défectueuse. Et le problème, c'est que il faut savoir accepter l'amour comme une blessure et comme une passion parce que c'est ce que c'est par définition. Et si on a tendance à vouloir tout le temps échapper à la souffrance, à vouloir seulement ressentir des émotions positives, on va se couper d'une partie du sentiment d'amour qu'on aurait pu ressentir parce que l'amour, c'est aussi prendre un risque. Et pour complètement ressentir un amour profond et ressentir le meilleur de ce que, de ce que peut apporter l'amour, il faut aussi savoir ressentir le pire de ce que peut apporter l'amour, parce que finalement, tout ça, c'est un gros risque. Et de plus, aujourd'hui, le renoncement qu'est l'amour, c'est assez mal perçu. D'après Boeing Cholan, l'amour véritable, c'est le fait de perdre sa confiance en soi et d'ouvrir sa carapace, de s'ouvrir, d'ouvrir sa vulnérabilité finalement. Mais dans cette culture de l'autodéveloppement et de la psyché saine, on est un peu dans l'antithétisme avec le concept d'amour réel. Et bien entendu, tout n'est pas négatif dans l'amour, hein. Là, j'ai beaucoup parlé des côtés négatifs de ce dernier pour appuyer sur le fait qu'il faut savoir les ressentir pour ressentir l'amour pleinement. Il faut savoir plutôt s'ouvrir et prendre le risque pour ressentir le meilleur de ce que peut apporter l'amour. Mais bien entendu, qu'on ne ferait pas tout ça s'il n'y avait rien de positif à la clé. Et bien entendu que l'amour est une force majeure dans nos vies qui peut nous pousser à faire plein de choses et à ressentir le meilleur de ce que peut nous apporter la vie. De plus, on nous a un peu fait rentrer dans la tête le fait que les relations doivent être, comme je l'ai dit précédemment, réciproques, qu'il faut savoir maximiser ses intérêts, et que si on commence à souffrir à cause de l'amour, c'est qu'il y a une erreur, une mauvaise compatibilité avec le partenaire, et qu'il faut changer cette situation.
Et au final, cette idée qu'on peut supprimer la souffrance de l'amour, mais en même temps conserver l'amour, c'est un peu unique et caractéristique de notre époque, puisqu'avant on considérait la souffrance comme partie intégrante de l'amour. On n'essayait pas de prendre seulement la partie positive et d'écarter la partie négative. Mais si on bloque la souffrance, on n'évoluera jamais vraiment et on restera pareil, parce que la souffrance, c'est aussi un moteur, c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer. Une autre idée, c'est la stigmatisation du fait d'aimer trop. Comme expliqué plus tôt, aujourd'hui, le rôle d'éprouver des sentiments forts dans la société actuelle revient surtout à la femme. Or, notre société a tendance à stigmatiser les personnes qui ressentent des sentiments trop forts, donc essentiellement les femmes, et la société dit à ces personnes qui aiment de façon pas raisonnée qu'il faut être fort, il faut savoir s'en ficher quand quelqu'un nous déçoit, quand on souffre, il faut savoir passer à autre chose. Et c'est un peu antithétique à l'amour, puisque l'amour exige et implique un dévouement total. Et cette conception d'aimer trop qu'il y a dans la société actuelle, ça va vraiment à l'encontre de l'amour. L'amour présente une partie obsessionnelle. Il y a une part obsessionnelle dans l'amour. Alors pas obsessionnelle comme vous pouvez l'entendre de façon négative, pas de comportement obsessionnel, mais vraiment de sentiment obsessionnel. Donc, je rappelle que tout ça, bien sûr, c'est une théorie et qu'il ne faut pas passer sa vie à se morfondre en étant obsédé par quelqu'un, mais juste que on a tendance aujourd'hui à très vite réfréner et stigmatiser les sentiments forts, ce qui n'est pas forcément positif et ce qui est une des choses qui peut expliquer la disparition de ce sentiment d'amour. Mais poussé par la modernité et le capitalisme, tout doit faire du sens, tout doit avoir un but, tout doit être utile. Et si on aime trop sans avoir d'amour en retour, on peut voir ça comme un déficit, qu'on est perdant. Et on peut voir ça comme une dépense dans le vide, finalement. Et selon le philosophe Georges Bataille, la dépense est cruciale. C'est via des dépenses folles qu'on a créé les choses les plus belles, comme par exemple des palais de luxe, des temples, des constructions de monuments en général. Tout ça, ce sont des résultats de dépenses qui paraissaient folles et qui n'étaient pas équivalentes. Qu'est-ce que l'on reçoit du fait de créer un temple pour un dieu qu'on n'a jamais vu? A priori rien, mais pourtant c'est ce qu'on a créé de plus beau, c'est le temple. Et c'est un peu la même chose avec l'amour. Finalement, ce qu'on crée de plus beau dans une relation, c'est l'amour qu'on ressent. C'est pas ce qu'on s'attend à recevoir de cet amour qu'on a donné. Et pour continuer ce parallèle avec les constructions humaines, si tout ce qu'on construisait devait être utile, et c'est souvent le cas aujourd'hui, on n'aurait plus rien de beau et on aurait seulement des barres de HLM ou des tours identiques les unes aux autres partout. Et c'est pour ça que j'aime pas notamment les villes modernes avec des gratte-ciel, parce que pour avoir vu un peu par exemple des villes comme Paris, New York, Moscou, Varsovie, dans toutes ces villes, il va y avoir des quartiers avec des gratte-ciel, je parle de la Défense dans le cas de Paris, et qui se ressemblent toutes les unes aux autres. En fait, les constructions modernes n'ont rien d'unique. Mais bref. Donc selon ce philosophe Georges Bataille, le sacrifice de l'utilité produit le sacré. Et c'est ce que doit être l'amour. Ça doit être quelque chose finalement de sacré et pas quelque chose d'utile. Et au final, l'idée c'est que bloquer ses sentiments et être incapable d'aimer, c'est pas la bonne stratégie à adopter euh, en réponse des personnes qui sont incapables d'aimer ou qui n'aiment plus. Parce que encore une fois, si pour éviter de souffrir on bloque ses sentiments, bah, ça va faire encore plus disparaître l'amour dans les sociétés modernes. Bon, on a beaucoup parlé de la perte du sentiment amoureux dans le cas des premières relations, ou plutôt du développement de nouvelles relations. Mais quid donc des relations déjà établies? Comment faire face à la disparition de l'amour au sein des relations de couple, par exemple? C'est une chose intéressante qui est dite dans le livre parce qu'on ne représente jamais vraiment le fait de perdre des sentiments. On représente plutôt le chagrin lié à l'amour. Dans l'art, dans la culture, on peut représenter un cœur brisé ou encore on peut représenter l'amour passionnel, fou, les premières relations, etc. Mais on ne montre jamais ce qui se passe vraiment quand quelqu'un perd ses sentiments et pourquoi donc on perd ses sentiments. Un neurobiologiste pourrait expliquer ça par le fait que renouveler le désir sexuel avec d'autres permet de favoriser l'évolution en poussant le brassage des gènes, ou un psychologue pourrait essayer d'expliquer que le rapport aux parents, le schéma d'attachement pourrait avoir un rôle comme, vous savez, ce concept des schémas d'attachement sécures, ambivalents, évitants, désorganisés, etc. Mais le sociologue Randall Collins développe l'idée des mini-religions que j'ai trouvé extrêmement intéressante, qui est citée dans le livre. C'est que finalement l'amour est comparable à des petits rites sociaux comme sont par exemple le sport, la religion ou la politique, plutôt les partis politiques.
Quand on va avoir une victoire ou une réussite, l'euphorie du groupe, social, va être décuplée parce que finalement, au lieu de ressentir une euphorie unique, tout seul, on va ressentir une euphorie partagée avec les autres. C'est ce qui se passe par exemple quand on est dans un parti politique et qu'on célèbre une victoire politique ou que, on prend part à des, cérémonies religieuses ou plutôt des événements avec beaucoup de personnes, ou comme quand notre équipe de sport gagne un match, forcément on va ressentir plus d'euphorie si on est entouré de nos potes en train de regarder le match dans un bar que tout seul chez soi dans son canapé. Et tout ça, ça crée des rites et une culture partagée qui nous maintient dans notre mini-croyance, de notre mini-religion. Et les relations amoureuses, c'est un peu une sorte de mini-religion. Le rite, ça peut être de se faire des compliments ou de passer du temps de qualité ensemble. Et les croyances communes, ça peut être les souvenirs ou les plans sur l'avenir, ou peut-être des objets partagés, des choses de valeur pour les deux, etc. Et les rites sociaux, c'est ce qui permet de renforcer la foi dans notre mini-religion et de donner ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que nous. Donc le fait d'aller, je sais pas, prendre part à un parti politique, ça va nous donner ce sentiment que voilà, on appartient à quelque chose de plus grand. Le fait d'aller voir les matchs de foot, d'aller supporter notre équipe en vrai, etc., ça va renforcer notre sentiment d'appartenance à cette équipe. Tout ça, c'est des rites qui en fait confirment notre foi. Et le fait d'appartenir à une sous-culture, par exemple, ça peut aussi nous faire rentrer dans quelque chose de plus grand. Par exemple, je sais pas, les métalleux, les gothiques, les geeks, etc. Et la question qu'il faut se poser vis-à-vis des relations de pourquoi on perd l'amour, avec ce parallèle avec les micro-religions, ce serait pourquoi on arrête de croire en une micro-religion. Et on peut même faire le parallèle, pourquoi on arrête de croire dans une religion. Comme par exemple, il y a eu... j'habite en Pologne, donc je vois beaucoup de personnes de ma génération arrêter de croire dans le catholicisme. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi. Il y a par exemple des histoires de scandales sexuelles qui ont été couvertes par le pape polonais de l'époque, etc., qui peut faire perdre foi dans la religion. C'est intéressant. Et donc, pour les relations amoureuses, qu'est-ce qui fait qu'on perd foi? Ça peut être la déception, le sentiment de trahison, les tromperies. Tout ça, ça va amener, que ce soit graduellement ou même parfois d'un seul coup, à une perte des sentiments. Et de façon consciente, on a tendance à minimiser l'importance de ces événements. Par exemple, notre partenaire ne veut pas nous aider ou aider nos parents dans un moment difficile ou je sais pas, on a envie de passer du temps avec notre partenaire et cette personne préfère passer du temps avec ses amis. Bah, tout ça, en fait, c'est un peu une trahison des rites de notre mini-religion. Et ça va faire qu'on va perdre nos sentiments peu à peu, même si on voudrait techniquement, théoriquement, rester amoureux et ensemble pour toujours, bah, inconsciemment, on arrête de croire dans notre mini-religion. Et Eva Illouz a une très belle image. Elle dit que pour tomber amoureux, il faut être aveugle, mais pour rester amoureux, il faut avoir les yeux grands ouverts et intensément soutenir le regard de l'autre chaque jour. Et donc peut-être tout simplement que nos sentiments disparaissent car on n'est pas des bons croyants dans notre micro-religion. On a mal accompli le rituel, on n'a pas été assez discipliné. Et les croyants renforcent leur foi en priant, en se réunissant, en célébrant des événements ou en suivant un calendrier précis. C'est la même chose pour le couple. Pour renforcer le couple et renforcer l'amour, il faut s'intéresser à l'autre, demander comment la journée s'est passée, même si on a la flemme de demander parfois, il faut le faire, ça fait partie des rites. Voilà, faire des petits compliments, célébrer les différentes dates, les anniversaires, etc. Répéter je t'aime, parce que ça a la force de nous autoconvaincre, comme quand on répète des chants religieux, etc. Ou des chants pour supporter notre équipe de foot ou autre. Et tout ça, ça va nous permettre de continuer à croire, parce que finalement, l'amour, les relations amoureuses plutôt, ça diffère pas vraiment d'une croyance quelconque. Même si ce que je dis peut paraître un peu bateau, c'est vraiment ce qu'il faut faire théoriquement pour permettre aux relations de durer. Et il faut aussi profiter un maximum de l'énergie qui est donnée par ce rite social. Parce que c'est finalement une des meilleures choses qu'on reçoit dans nos micro-religions, c'est l'énergie donnée quand on supporte notre équipe ensemble ou notre parti politique ou qu'on se réunit dans un lieu de culte avec d'autres croyants. Il faut savoir vraiment absorber cette énergie qui vient de la foi irrationnelle commune
dans le sens, du couple. Heu, faut voir ça comme, une finalité. Finalement, la finalité du couple, c'est ressentir cette énergie de cette croyance commune. Donc comme je l'ai dit au début de cette émission, l'objectif, c'était d'expliquer pourquoi on peut parler de perte, de disparition du sentiment d'amour dans les sociétés modernes. Et tout ça, tout ce que je viens de dire, ça peut paraître être un constat assez froid et sans issue de la société moderne. Mais le but ici, c'est plus d'expliquer les raisons de la disparition de l'amour, mais pas vraiment de donner des solutions faciles. Alors peut-être que tout ceci est irrationnel parce qu'on tente d'expliquer avec la logique des choses incompréhensibles de l'univers comme l'amour. Et qui sait, peut-être qu'au final, on n'a pas tant de contrôle que ça sur ce qui se passe. Pour apporter quelques réflexions personnelles, je pense que l'amour peut causer beaucoup de mal et que c'est parce qu'on a peur, dans la société moderne de souffrir, qu'on va réprimer, son amour, ses sentiments, pour beaucoup de raisons différentes. L'amour peut s'arrêter, hein, ça peut être le décès ou la perte des sentiments chez l'autre, des événements de la vie ou de l'instabilité ou de l'incapacité à aimer l'autre ou des doutes même sur ses propres sentiments. Mais le vrai amour apporte peut-être plus de souffrance, que de bonheur dans nos vies. Mais cependant, il permet de ressentir des sensations fortes et le bonheur apporté par l'amour réel est indescriptible et il vaut peut-être bien toutes les peines du monde selon moi. Nous sommes en vie sur terre pour expérimenter et vivre et nous avons qu'une seule vie et c'est pour ça qu'il est bien de ressentir des choses, que c'est très sain, qu'elles soient positives ou négatives puisque c'est ça qui nous rend humains et qui nous rend, finalement, comme des individus uniques parce qu'on vit des choses uniques. Et les expériences intenses, qu'elles soient positives ou négatives, à la fin, ne font qu'une dans notre, personne, dans notre personnalité. Donc j'espère que cette émission n'était pas trop déprimante. J'ai essayé d'apporter, quelques notes positives, dans la partie, sur, le couple pour expliquer comment, on peut faire durer un couple existant. Je me suis énormément basé sur le livre, La rose la plus rouge s'épanouit, donc c'est un roman graphique, c'est pas vraiment un roman, plein de textes, il y a beaucoup d'images et d'illustrations. Je le recommande beaucoup si ce sujet vous a intéressé pour pouvoir explorer plus en détail les choses dont j'ai dû faire l'impasse parce que j'avais pas envie de faire, quelque chose de trop long ou de trop indigeste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que maintenant vous avez des éléments pour comprendre pourquoi, on a l'impression que le sentiment d'amour, a tendance à disparaître dans nos sociétés modernes et j'espère que c'était agréable à écouter. Merci beaucoup.